Ça y est, eh bien normalement on a démarré. J'ai vu la cible 5, 4, 3, 2, 1. J'espère qu'elle n'est pas dans mon dos, cette cible. Alors, le thème de la journée, déjà, bienvenue à tout le monde, à ce webinaire qui va durer 1 heure, qu'on veut le plus interactif possible. Hein. Vous avez un chat, vous pouvez poser des questions ou tout simplement faire des contributions, donner vos réactions par rapport à ce qui est dit. Et on va traiter du marketing de la formation, évidemment dans un contexte digital, et surtout dans un contexte international. Et je vois qu'il y a notamment une directrice de la formation internationale d'une grande marque de produits de soins de mes amis qui est participante à ce webinaire. Donc j'imagine que ces caractéristiques du thème traité l'ont attiré. Donc comment le service formation peut-il s'inspirer du marketing pour engager ses apprenants à l'international? Et évidemment, ce sera une étude de cas. Cette étude de cas Canal+ International qui est tout à fait remarquable, d'ailleurs qui a compétité au trophée du Digital Learning qui seront remis jeudi. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera de Canal+ International. Peut-être est-ce qu'on aura une bonne surprise, qui sait. En tous les cas, je vous présenterai rapidement les intervenants. Virginie Rochard, je te laisse la parole, Virginie, pour te présenter. Merci Michel, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Virginie Rochard, responsable formation au sein de la direction commerciale de Canal+ International. Élodie, on te connaît, mais tout de même, il n'est pas interdit que tu te présentes. Oui, ça fait plus de 20 ans que je suis sur l'histoire de Moss, donc je suis la fondatrice et la directrice de Moss. Très bien. Et ce que je propose maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, c'est peut-être parce qu'on ne le sait pas assez, mais effectivement, Canal+ est une marque très connue en France, beaucoup d'abonnés, mais c'est aussi une marque très répandue à l'international, à travers Canal+ International. Donc, Virginie, en quelques mots, voilà, on a déjà un slide sous les yeux, mais tu peux peut-être nous rappeler Canal+ International, ce que c'est. Oui, Michel, je vais resituer un petit peu Canal+ International pour nos auditeurs et nos auditrices qui connaissent évidemment très certainement en tout cas Canal+, mais pas forcément nos activités à l'international. Donc Canal+ International, c'est une filiale du groupe Canal+. C'est une filiale qui édite aujourd'hui 67 chaînes télé qui sont destinées et adaptées à nos abonnés de différentes géographies. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte, on est présent dans plus de 40 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et aussi sur nos territoires d'outre-mer. Voilà, donc nous avons à l'international 14,7 millions d'abonnés. Donc c'est maintenant plus que notre marché historique puisque nous avons 9 millions d'abonnés sur la France métropolitaine. Et en termes d'effectifs de collaborateurs, donc chez Canal+ International, nous sommes 4500 collaborateurs sur les 7500 du groupe. Voilà. Mais la Canal+ Academy, donc elle opère sur tous ces territoires. Par contre, c'est vrai que la Canal+ Academy, elle s'occupe des formations des équipes commerciales et relations clients, donc de tous ces pays. Et donc, ça représente 15 000 apprenants en total, puisqu'il y a les collaborateurs internes, mais on a aussi tout un réseau externe. Alors justement, le réseau externe, on va en parler parce que vous distribuez massivement via le réseau de distribution. Alors, quel est son profil à ce réseau ? Exactement. Donc la particularité à l'international, c'est que nous commercialisons nos offres dans de nombreux points de vente, notamment dans des boutiques propriétaires, donc nos Canal+ Store. Nous en avons 275 dans nos différents pays, et donc aussi à travers un réseau de distributeurs agréés. Donc ce sont les 13 500 points de vente agréés. Nous avons aussi des équipes de vendeurs à domicile, donc qui font soit du porte-à-porte ou de la vente itinérante sur des points stratégiques en ville, près des ronds-points, etc. Donc là, on est à minimum 1500 et on peut monter jusqu'à 5000 personnes en période promotionnelle. Et nous avons également 15 call centers. Certains sont internes et d'autres sont externes. Bon, donc on imagine un petit peu la difficulté qu'il y a de tenir ce réseau au meilleur niveau de compétences, à la fois de vente, de connaissance des produits, etc. Et tu vas peut-être effectivement nous dire maintenant quels sont cet univers de la formation des équipes commerciales et la relation client.
Exactement. Alors, juste avant de rentrer dans l'univers, déjà, je vais rappeler un petit peu quand même la mission de la Campus Academy, qui est effectivement de concevoir et d'animer des dispositifs de formation pour accompagner les compétences de toutes ces équipes retail. Et donc, on a, voilà, dans tout cet univers, un univers qui est vraiment de plus en plus complexe pour nos équipes commerciales et relations clients. Donc là, il y a trois piliers de cet univers, qui sont l'entreprise, le marché et les clients. Donc, au niveau de l'entreprise, comment ça se traduit? C'est une multiplication de pays, de points de vente. C'est aussi une diversification de nos produits, puisqu'à l'international, on ne vend pas uniquement des offres télé, mais nous sommes aussi fournisseurs d'accès Internet, par exemple. Donc, voilà, il faut répondre à des enjeux de formation qui suivent la stratégie de l'entreprise. Au niveau du marché, c'est d'une part un environnement concurrentiel qui s'intensifie avec l'accélération des plateformes de télé stand-alone, du piratage, de la concurrence locale. C'est aussi toutes les innovations technologiques. Voilà, donc un marché qu'il faut aussi suivre toutes ces tendances et toutes ces innovations. Et puis, ce sont des attentes clients qui sont toujours de plus en plus fortes, avec des exigences toujours plus fortes et une expérience omnicanal qui est très attendue de la part de nos clients, et aussi une digitalisation de nos abonnés. Maintenant, c'est vrai qu'avec la télé sur smartphone, sur tablette, qu'on peut regarder où on veut, quand on veut, il faut aussi savoir s'adapter à tout cet univers. Donc, un univers, tu viens de le dire, qui est très riche, de plus en plus complexe, il faut s'y adapter en permanence. Et donc, on en arrive effectivement aux enjeux de la Canal Plus Academy. Exactement. Donc, avec tout cet univers qui se complexifiait, en fait, on avait des demandes de formation de plus en plus importantes, auxquelles il fallait répondre toujours de plus en plus vite. Et en fait, les limites du présentiel se sont très vite fait ressentir. Donc là, on a entamé une réflexion de transformation digitale de notre offre de formation. Et donc, dans cette réflexion, on a dégagé vraiment 3 enjeux majeurs, donc qui sont là sur les slides. Donc, d'une part, c'était d'aligner et mutualiser. Donc, c'est d'aligner tous nos référentiels de compétences, tous nos parcours, en accord aussi avec notre service ressources humaines. C'était d'aligner tous nos territoires avec un socle de formation commun, mais qui pouvait avoir des couches adaptatives pour effectivement répondre aux enjeux locaux de chaque pays. Donc c'était vraiment aussi aligner, mutualiser toutes nos méthodologies, et notamment avec les directions, parce qu'on a des directions relations clients qui se sont joints au projet, donc il fallait aussi mutualiser nos process, nos méthodologies. On avait aussi un enjeu d'industrialiser et de capitaliser en fait sur tout ce qu'on avait, sur notre organisation, là aussi sur des outils, sur une méthodologie de création de contenu, puisqu'il fallait dans cette transformation digitale repenser évidemment la structure de nos programmes de formation qui allait évoluer vers du digital. Et puis enfin, il y avait un enjeu d'optimisation et puis de mesure. Comment, dans le temps, s'assurer que ce transfert de compétences s'applique sur le terrain, comment on mesure cette montée en compétences, et puis aussi on mesure un ROI à travers nos performances commerciales, nos visites mystères, tous les outils qu'on peut avoir à disposition pour mesurer la performance de nos formations. Alors, j'aime bien cette taxonomie parce que je trouve que s'appuyer comme ça sur 6 verbes bien dynamiques, ça permet de structurer toute une démarche, et j'y retrouve à peu près ce que je retrouve dans les entreprises que je conseille. Et donc, on va passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est est-ce que tu es heureuse des résultats obtenus jusqu'à présent? D'abord, le dispositif existe depuis combien de temps? Tu peux nous le rappeler? Oui, tout à fait. Alors, nous avons lancé la plateforme en mai 2021. Donc, nous avons 10 mois d'activité. Et donc, sur ces 10 premiers mois, les retours sont très, très positifs. Donc, on a lancé la plateforme au démarrage avec 3800 apprenants. Et il faut savoir que sur ces 10 mois, on a déjà 75% de la base des utilisateurs qui s'est connecté au moins une fois depuis le lancement. Et on a un taux moyen de connexion mensuel sur la plateforme de 58%. Et ce qui est gratifiant, surtout, et valorisant, c'est la note que nous ont attribuée nos apprenants sur la plateforme, parce qu'ils ont été très moteurs en fait sur ce nouvel outil, en
déposant de nombreuses appréciations et messages, et notamment en notant nos contenus. Et donc, on a une note de 4,54 sur 5 sur l'ensemble de nos parcours disponibles sur la plateforme. Bon, ben c'est très bien parce que ça vaut les taux de satisfaction qui existaient autrefois dans le présentiel. C'est ça. Alors, on va tout de même rentrer dans le vif du sujet après cette belle présentation que tu nous as faite de la Canal Academy, des enjeux de formation, etc. C'est-à-dire rentrer dans la question du marketing, de la formation. Et évidemment, à la base de tout cela, la connaissance du client. Alors, le client, c'est une espèce d'entité platonique qu'on va appeler le réseau de distribution. Mais enfin, quand on commence à donner un contenu à tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une diversification considérable, sans doute. Oui, alors là effectivement, on a, c'est un schéma qu'on reprend dans nos techniques de vente avec un client qui est au centre de toutes nos attentions quand on fait des formations au niveau des équipes commerciales et relations clients. Mais finalement, ce petit schéma, je l'ai repris aussi, nous, dans notre réflexion, parce qu'on a voulu mettre les apprenants au cœur de notre réflexion, notre transformation digitale. Et on a commencé en fait par un état des lieux pour analyser finalement les attentes de ces apprenants, leurs profils, leurs spécificités, leurs contraintes, pour s'assurer qu'avant de déployer notre plateforme et tous les contenus qu'on allait retrouver sur la plateforme, on allait vraiment répondre à leurs besoins. Donc on s'est lancé dans un grand état des lieux et une analyse, et donc on en a dégagé certains critères au niveau de leur profil, donc des populations plutôt jeunes qui ont une appétence au challenge, à la compétition, puisqu'ils sont sur des métiers qui sont liés à la vente et à la relation client, mais qui sont du coup soumis à des objectifs commerciaux, donc ils ont l'habitude de relever des challenges. Leur spécificité, donc il faut prendre en compte aussi les territoires avec les contraintes de connexion Internet, du coût de la data sur smartphone, de bande passante, etc. Donc ça, c'était aussi au niveau des contraintes qu'on pouvait rencontrer sur ces personnes. Au niveau des spécificités, donc on a des profils aussi qui n'étaient pas forcément familiers au digital learning, parce que c'est vrai qu'on faisait tout en présentiel jusqu'au lancement de la plateforme, et qu'on est aussi sur des territoires où ils n'ont pas forcément eu l'habitude d'être confrontés à des parcours de formation en digital. Donc ça, c'était aussi quelque chose qu'il fallait qu'on ait en tête pour ne pas négliger la prise en main de l'outil et accompagner vraiment le lancement de l'outil. On a aussi dans les spécificités tous le rythme de travail de nos apprenants, puisque ce sont des apprenants qui sont en boutique ou sur le terrain ou en call center sur des plateaux, et qui du coup n'ont pas une disponibilité en termes de formation. Ils n'ont pas forcément des créneaux dédiés à la formation. Donc ça aussi, c'était quelque chose qu'il fallait prendre en compte pour échanger avec les managers et voir avec eux dans quelle mesure ils allaient pouvoir dédier des temps pour que les apprenants puissent aller aussi sur la plateforme. Et puis des contraintes, des attentes, profils et spécificités. C'est un peu les grands exemples là, que je vous ai donnés qui sont ressortis, mais il y avait plein d'autres critères que nous avons pris en compte et pour établir en fait cette nouvelle offre de formation digitale. Élodie, je vois que tu es sur la planète Mars, donc je ne voudrais pas que tu t'y ennuies toute seule là-haut. Dis-moi, j'ai une question que je n'avais pas prévu de te poser, mais je vais te la poser quand même. Est-ce que dans cette connaissance des clients telle qu'elle vient d'être décrite par Virginie, est-ce que le digital, notamment la capacité de la plateforme à utiliser les données qui existent, est-ce que ça peut rendre des services dans la segmentation de la clientèle et finalement dans des approches spécifiées à chaque segment clientèle? Déjà, avec la possibilité de faire des retours, comme on l'a vu un peu plus haut, sur des appréciations, de la notation, etc., c'est un premier retour. Après, on voit les natures des connexions, etc. Mais de plus en plus, ce qu'on nous demande, c'est d'outiller l'équipe qui encadre, donc forcément les managers, ce qui n'a pas été forcément encore mis en place par Virginie, mais qui va permettre de voir un peu le taux d'engagement d'une équipe. Et le manager, dans son portail, va voir si les gens sont plutôt passifs ou actifs, s'ils sont curieux ou pas, ce qui donne une tendance et ce qui va lui permettre aussi, lui, de savoir un peu comment son équipe réagit
vis-à-vis de la formation. Voilà, un éclairage sur ce qu'on peut aussi faire via la plateforme pour connaître son public. Merci Elodie. Puis alors, je ne veux pas oublier qu'il y a un fantôme dans ce webinaire, c'est Marion. C'est Marion qu'on ne voit pas, mais qui a été essentielle à la fabrication du webinaire et notamment qui nous propose un sondage. Alors, donc, vous devez pouvoir cliquer sur plus ou en bas votre écran, ouvrir une fenêtre et trouver les sondages. Et je propose qu'on lance un premier sondage qui serait le suivant. Voilà, un peu d'interactivité, ça ne va pas nous faire de mal. Pour le service formation, marketer ses offres de formation digitales ou non, c'est... Alors, vous avez une possibilité de réponse à choisir parmi 3. Une nécessité absolue pour engager les apprenants, une façon pour le service formation de renforcer sa visibilité en interne, un effet de mode qui finira par passer. Eh bien, je vais moi-même voter. Voilà, pour voir les résultats apparaître. Voilà, les votes grimpent. Bien. Je crois qu'on va pouvoir clôturer le sondage. Alors, Elodie, tu avais la parole. Je pense que tu vois le résultat du sondage, mais je vais le donner. Une nécessité absolue pour engager les apprenants, ça vient en première position, avec quasiment 2/3 des réponses. L'autre tiers étant une façon pour le service formation de renforcer sa visibilité interne. Enfin, alors là, nous n'avons que des convaincus du marketing aujourd'hui, puisque l'effet de mode qui finira par passer n'obtient aucun résultat. Elodie, à toi la parole sur un commentaire rapide du sondage. Je pense que tout le monde a compris qu'un beau produit qui reste dans un tiroir, ben voilà, si personne ne le voit, on ne va pas l'utiliser. Et donc là, le côté marketer, communiquer sur ces offres, c'est indispensable de nos jours et on a tous les moyens dans l'entreprise ainsi que sur la plateforme pour pouvoir marketer cette offre autour des notifications qu'on peut avoir, mais aussi, on le verra sûrement plus tard avec Virginie, des contenus qu'on peut amener. Voilà. Virginie, un commentaire ? Non, j'ajouterais juste, comme Elodie le dit, que c'est indispensable si on veut s'assurer du succès des parcours de formation et de l'engagement des apprenants. On a vu la différence en fait sur des parcours où on n'a pas forcément accompagné ce parcours d'un plan de communication. Forcément, les taux d'engagement ils sont beaucoup plus faibles. Et je retiendrai le commentaire que Sylvie en fait, bien le faire et le faire savoir, bien entendu, très important. Alors, nous allons maintenant passer justement à la question de la définition des priorités de formation pour la cible. Là aussi, décidément, Virginie, taxonomie à fond, de nouveau, ancrer, enrichir, perfectionner, ça me semble très dynamique, renforcer, très dynamique tout ça. Explique-nous ce que tu mets derrière ces choses-là. Oui, alors déjà, en fait, si je reviens par rapport à la slide précédente sur les attentes, les contraintes, les spécificités et les profils de nos apprenants, ça nous a permis aussi de dégager quels étaient les parcours de formation qu'il fallait digitaliser en priorité. Parce qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain passer du tout présentiel à du tout digital ou en tout cas transformer l'intégralité de nos parcours. Donc, il fallait aussi prioriser, parce que je n'ai pas forcément aussi précisé au début, mais donc l'équipe de la Canal+ Academy chez Canal+ International est très restreinte, puisque nous sommes 2 au siège. Et en fait, ensuite, on s'appuie sur des experts métiers, sur des managers commerciaux que l'on forme à être formateurs pour déployer nos dispositifs de formation. Donc voilà, on s'appuie sur une communauté d'une centaine de personnes, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément structuré avec, on n'a pas plein d'ingénieurs pédagogiques en interne qui permettent de transformer tous nos books de formation que nous avions en présentiel en digital. Donc, il fallait de toute façon y aller pas à pas. Et donc, on a dû aussi sélectionner et prioriser certaines thématiques de formation sur la base de tous les enjeux et les besoins de la population cible. Et donc, ce sont les premiers enjeux de formation que vous trouvez sur cette slide que l'on a traités en priorité, à savoir donc
toute la partie connaissance des offres, produits et services, la connaissance sur la culture de nos programmes. Il faut savoir que Canal+, on vend des émissions, on vend des chaînes, et donc nos chaînes, propose des programmes qui changent tous les jours. Donc la culture programme, elle est importante. Ça varie très vite. Et on a le côté la technique de vente et la culture sur le groupe Canal+. Donc ça, c'était vraiment les priorités de formation que nous avons dégagées. Et donc, pour l'instant, par exemple, on n'a pas encore digitalisé ou transformé nos parcours onboarding, nos parcours métiers, etc. Donc, on y va petit à petit. Donc là, en 10 mois, déjà, on a réussi à produire un certain nombre de parcours pour répondre à ces enjeux-là. Et voilà, c'était l'essentiel de la slide. Et aussi, on a adapté les formats. On est sur une moyenne de 12 minutes de temps de module. Donc là aussi, pour répondre aux enjeux de nos équipes qui sont sur le terrain, au téléphone, etc. On voulait des formats assez courts. Oui, mais c'est important ce que tu viens de dire. Je retiendrai la notion de priorisation au fond, parce que je pense que le digital learning, la transformation numérique finalement de la formation, c'est un très vaste domaine. Et puis alors, quand les premiers succès arrivent, évidemment, tout le monde a envie d'y aller. Et fait la queue devant le service formation pour demander de digitaliser ceci, cela, etc. Donc, je pense qu'il est vraiment très important pour la direction formation de se doter d'une feuille de route, d'une capacité à décerner, à identifier quelles sont les priorités, en lien évidemment avec les lignes business, toujours, parce que ce sont elles qui savent aussi quelles sont les priorités en fonction des performances qui sont attendues du réseau de distribution dans telle ou telle zone géographique ou dans tel type de produit, de chaîne, de programme de télévision, que sais-je. Donc, je pense que là, il y a un vrai travail de fond. Et puis, aussi, il y a la question évidemment de la personnalisation de l'offre de formation. Et là, évidemment, on voit tout le talent de Canal+, qui est un groupe multimédia. Donc là, évidemment, ça a dû faciliter le travail de la formation, j'imagine. Exactement. Alors, l'objectif ensuite, c'était vraiment de cibler nos contenus de formation pour chaque apprenant. Donc, on a défini une structure de portail unique pour tous nos territoires. Donc là, vous avez des screenshots c'est pas l'intégralité de la page, mais du haut de la page. Et en fonction des champs de profil que nous avons au niveau de l'apprenant, donc à savoir son pays, sa direction, son poste, etc. Voilà. On va avoir une page qui va être différente. Donc là, à gauche, on a un apprenant basé en Afrique et puis à droite, quelqu'un qui est basé en Outre-mer. Et donc, on voit que déjà, ne serait-ce que la cover en haut de la page est adaptée parce qu'on met en avant un temps fort de la zone. Voilà, et donc les programmes sont différents effectivement selon le pays. Et pareil, donc au niveau du carrousel, donc à gauche on voit démarche de vente Canal+ sur l'Afrique, parce que c'est un dispositif là où qu'on vient d'enrichir en digital en ajoutant 3 modules. C'est un dispositif qui était prêt au lancement de la plateforme, mais qu'on a enrichi récemment. Et donc, on l'a mis en avant, puisque c'est un parcours qui est structurant pour nous, pour nos équipes commerciales. Et à droite, voilà, on a fait un focus là sur un parcours sur le piratage audiovisuel en Outre-mer. Donc, pareil, le carrousel, on peut avoir effectivement des annonces, là, comme le piratage audiovisuel, on peut très bien aussi l'avoir sur l'Afrique, parce que c'est un parcours commun. Mais on va avoir des annonces qui peuvent être communes ou personnalisées au niveau du carrousel en fonction du profil de l'apprenant. Et on peut le voir aussi dans les formations, au niveau des formations. Donc là, on a la rubrique Mes formations digitales. Nous, sur la plateforme, on a 4 grandes rubriques. Mes formations digitales. On a une rubrique dédiée au quiz, parce qu'on sait que nos populations sont très, très appétentes au quiz. C'est vraiment la modalité qui remporte un grand succès. Donc, on en a fait tout un focus sur notre plateforme. Et ensuite, on a une catégorie les formations avec du présentiel. Et on a une catégorie pour aller plus loin, où là, on a des cursus moins, j'ai envie de dire, on n'a pas de cursus mais obligatoire sur notre plateforme, mais ce sont des ressources moins indispensables à leur quotidien, mais qui peuvent leur permettre d'enrichir leurs connaissances et leurs compétences. Et donc là, on le voit sur cette rubrique, mais c'est le cas dans toutes les rubriques, où les contenus vont être personnalisés en fonction du profil. Donc typiquement, Disney+, c'est une offre qui n'existe qu'en métropole et en Outre-mer, donc elle n'est pas disponible sur l'Afrique. Voilà, ça permet aux apprenants de se retrouver facilement quand même sur la plateforme et de s'assurer que tous les contenus qui sont disponibles sur leur portail leur sont destinés.
Alors, je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus parce que ça le mérite, je pense. Et avec Elodie. Ce qu'on voit là, Elodie, c'est un portail de formation personnalisé. C'est ce que voit l'apprenant qui va se connecter. Il se trouve dans tel ou tel pays. Et en fonction de l'offre qu'il diffuse dans le pays, il va voir apparaître un portail. Et finalement, un portail de formation, ça se présente comme un site web, finalement. Et au fond, Most Minded Sites, c'est un éditeur de plateforme qui permet justement de créer de façon très simple et quasiment automatisée, sauf avec un peu de spécification, de customisation évidemment à la marque, etc., mais qui permet de créer ces portails de formation. Quelque part, on peut dire que c'est un outil auteur de portail de formation. C'est bien ça, Elodie? Oui, on peut parler effectivement de CMS. L'analogie que tu donnais, c'est du site web de formation. Et l'idée avec l'outil, c'est de pouvoir générer des multi-portails. Donc, il y a le niveau où, sur la base d'une même charte, on va voir vivre en fonction les visuels ou les contenus. Donc, ce qui va donner cet aspect personnalisé. Mais après, on peut tout à fait aussi avoir des dispositifs différents, des dispositifs qui peuvent être éphémères sur une offre ponctuelle qu'on voudrait pousser, etc., ou à destination de populations différentes. Donc, on est dans du multiportail qui va être personnalisé aussi bien graphiquement qu'en termes de fonctionnalité. Et puis, comme le disait Virginie, chaque personne finalement voit son offre, ce qui est adapté pour elle en termes de contenu, de communication, etc. D'accord, Voilà. donc il y a une forme d'automatisation de toute façon, là, de la production de portails en fonction du pays éventuellement, de la fonction, de la nature du réseau de distribution, etc. Donc voilà qui va faciliter évidemment grandement le travail de la direction formation. J'aimerais qu'on parle effectivement de cette question du déploiement, Virginie. Déjà en 2 mots, est-ce que il y a au moins 2 dimensions. Il y a la dimension géographique, puis la dimension ligne de produit, par exemple. Est-ce que vous avez opté pour un privilégier les pays, quitte à avoir un périmètre de produit au départ relativement court? Et l'idée, c'est je déploie partout sur un fonctionnel relativement court, ou bien, à contrario, est-ce que vous avez procédé zone par zone en essayant de faire qu'il y ait le maximum de contenu et de formation qui soit accessible pour une zone donnée? Comment ça a fonctionné, ce déploiement? C'est une très bonne question. Alors, sur le déploiement, on s'est concentré au démarrage sur toutes nos zones francophones et il y avait un seul pays anglophone qui était le Rwanda. Pour justement arriver à… Parce qu'il fallait effectivement donc, créer des contenus personnalisés pour chacune des zones. Et donc, voilà, ça représentait quand même une certaine charge de travail. Donc, on s'est concentré déjà sur la partie francophone essentiellement. Et là, voilà, au bout de 10 mois, on a lancé un nouveau pays qui est l'Éthiopie. On a lancé vendredi dernier, où on a pu lancer avec des contenus en amharique et des contenus qui sont dédiés à l'Éthiopie, qui a une offre très spécifique et qui est unique à ce pays. Donc, il fallait voilà, tout personnaliser et tout adapter. Et l'idée maintenant, c'est voilà, on a une feuille de route de déploiement sur l'année 2022-2023 pour petit à petit intégrer. Donc là, le prochain, ce sera un pays asiatique, en l'occurrence la Birmanie. Voilà, puis après le Vietnam, et puis la Pologne, et ensuite l'Europe, etc. Donc on y va petit à petit, parce qu'à chaque fois, ça implique de traduire le portail, adapter des contenus, traduire parfois des fichiers XLIF. Enfin voilà, il y a toute une gestion de projet quand même à organiser. J'imagine avec l'identification des capacités locales de jouer leur rôle dans le déploiement, dans le support aux utilisateurs, etc. Et là, on est déjà un petit peu aussi dans la question de la communication, parce que le déploiement, c'est une chose, mais vous ne le faites pas de votre côté secrètement, sans que personne le sache. Il y a toute une stratégie de communication autour. Oui, alors il y a eu toute une stratégie de communication autour, à commencer par une grande phase de teasing avec une vidéo. Donc là, c'est un extrait de la vidéo. Donc on avait fait une vidéo teasing avec tout un plan d'envoi de mailing avec cette vidéo. On avait aussi mobilisé toute une communauté qu'on avait appelée nos super ambassadeurs, et dont je parlerai un tout petit peu après, qui
ont été formés à l'acculturation au digital learning pour s'imprégner un petit peu de ce qu'est le digital learning et se préparer à l'arrivée de cet outil. On les a intégrés vraiment en amont. Ils ont d'ailleurs participé au recettage de la plateforme, ce qui leur a permis de découvrir en avant-première la plateforme et de tester les fonctionnalités et d'être des vrais ambassadeurs sur leur territoire. Donc, on avait sélectionné 12 personnes qui représentaient chacun une zone et qui allaient être vraiment notre ambassadeur sur le déploiement de la plateforme sur sa zone. Donc on a mis un certain nombre d'actions en place en amont. Et puis ensuite, il a fallu soutenir l'usage de la plateforme, nourrir la motivation, renforcer l'engagement dans la durée. Et donc là, il y a une communication permanente qui est en place. Donc on prend déjà la parole très régulièrement dans tous les comités, que ce soit les CODIR, les comités de direction, les comités des ventes, on a des comités pour nos attachés à la direction des ventes, etc. Donc sur tous nos territoires, dès que l'on peut intervenir chaque mois pour présenter soit les nouveautés, soit faire des statuts chiffrés de taux de participation des apprenants sur un parcours précis pour montrer aux directeurs des ventes, aux directeurs généraux des filiales où ils en sont au niveau de la complétion des parcours, en tout cas où en sont leurs équipes. On le fait tout le temps, régulièrement. C'est un travail permanent. C'est un travail permanent. Et puis alors, effectivement, tout ça, ça se retrouve à l'intérieur du dispositif de formation. Exactement. Donc, à la fois, c'était notre plan de communication pour déployer la plateforme, nous a aussi beaucoup inspiré pour ensuite mettre en place des plans de communication à chaque dispositif. Alors, en tout cas, peut-être pas à chaque dispositif, mais à chaque dispositif que l'on voulait pousser et mettre en avant au niveau des apprenants. Donc, effectivement, on a distingué vraiment 3 phases, qui est la partie conscientiser, donc vraiment en amont du déploiement, que ce soit de la plateforme ou d'un dispositif de formation. En fait, on se rend compte que les apprenants, ils ont besoin de comprendre l'intérêt, donc soit du nouvel outil dans le cadre de la plateforme, donc de l'intérêt de la plateforme pour se former, ou en tout cas l'intérêt de ce dispositif de formation pour acquérir de nouvelles compétences, et donc créer de la curiosité et de l'envie à se connecter ou à réaliser son parcours de formation. Donc ça, c'est vraiment une phase qu'il ne faut pas négliger, parce que ça permet qu'une fois qu'il se rend sur son parcours de formation ou sur la plateforme, de l'attirer et de le garder et de le retenir dans le temps. Donc la partie vraiment attirée, qui était le jour J, comment on faisait pour qu'il se connecte au moment du lancement de la plateforme, mais c'est valable pour un parcours de formation, comment s'assurer qu'au lancement du parcours de formation digitale, tous nos apprenants vont s'y rendre, si c'est pas le jour J ou le lendemain, mais en tout cas très rapidement. Il faut qu'on donne envie de se connecter et qu'on mette là en avant du coup la richesse soit de la plateforme ou du parcours de formation, puis de la pertinence en tout cas des contenus. Donc ça, c'est vraiment la partie attirer. Et enfin, il va y avoir la partie retenir. Donc une fois que la plateforme ou le parcours est déployé, comment je l'engage dans la durée, comment je le fidélise en quelque sorte, et donc ancrer l'usage de la plateforme de formation au quotidien et mettre en place cet accompagnement régulier, un accompagnement de proximité aussi, donc en local, grâce aux managers, aux super ambassadeurs, à toutes nos communautés de formateurs, et puis aussi apporter un côté ludique. J'en parlerai après un peu la partie gamification, storytelling, mais on se rend compte que ce sont des leviers importants aussi pour retenir dans le temps. Oui, et puis alors moi, ce que je retiens dans ce que tu dis là, c'est que ça, c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on fait une bonne fois pour toutes et on s'en est débarrassé et on croit que c'est terminé. Non, de la même façon qu'on parle de formation continue, moi j'aime bien parler de marketing continu de la formation continue parce qu'en fait, c'est un travail qui est fait absolument permanent. Et puis là, derrière tout ça, il y a l'idée que l'apprenant est un client finalement. Hein, et donc le client, on le sollicite en permanence. Ça, c'était ma première remarque. Et puis ma deuxième remarque, c'est qu'on retrouve presque l'espèce de programme en 3 verbes de la gestion des talents. On sait que la gestion des talents vise à attirer, développer et retenir les talents dans l'entreprise. Et bien, je crois que l'apprenant, c'est un talent particulier dans l'entreprise à un moment donné, dans
dans sa relation avec la formation, avec ses compétences, etc., effectivement, attirer, retenir sur la plateforme ce qui n'est pas, comment dirais-je, la moindre des difficultés. Mais on va avancer, on va avancer là-dessus, sur ce point des notifications personnalisées, parce que effectivement, je disais, il faut en permanence solliciter les apprenants. Il faut être dans leur boîte de réception finalement le matin, hein, quand ils arrivent quasiment à leur bureau. Tiens, j'ai encore des nouvelles du service formation. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire et comment est-ce qu'ils vont me donner un lien pour me connecter à la plateforme? C'est ça l'idée, Virginie? Exactement. Donc, on travaille beaucoup avec la plateforme elle-même. En fait, on l'utilise comme un vecteur de communication et de marketing, puisque ces notifications, alors déjà, on les personnalise en fait, hein, grâce à des variables qui sont intégrées donc depuis le back-office de la plateforme. Ça nous permet, voilà, de s'adresser directement à l'apprenant. Et donc, nous, les notifications, on les utilise alors systématiquement à la publication d'un nouveau contenu pour informer l'apprenant que le parcours de formation est disponible. Et puis, on va aussi l'utiliser en relance automatique. Donc, pour un apprenant qui n'aurait pas fait, par exemple, son quiz dans les 10 jours ou 2 semaines, il va recevoir aussi une relance, surtout sur des contenus qui ont une durée, j'ai envie de dire, courte d'expiration, parce qu'on a des contenus très temporaires par rapport à nos programmes. Une série, une création originale, elle reste quelques semaines sur nos antennes. Donc, une fois que la création originale est terminée, donc là, en l'occurrence, c'est un exemple sur une création originale qui est actuellement sur nos antennes en Afrique, enfin jusqu'à ce soir. Et donc, le contenu, justement, expire aujourd'hui. Voilà. Donc, on utilise vraiment ce système très régulièrement et aussi pour rythmer certains parcours. Donc, je pense notamment à notre parcours sur les techniques de vente qui est constitué de plusieurs modules. On a 7 modules digitaux et une partie en présentiel. Et donc, on a des notifications à la fin de chaque module qui permet de féliciter déjà l'apprenant pour avoir accompli le module dans son intégralité et qui lui envoie un mémo, enfin un récap, une petite fiche PDF avec les choses à retenir avant d'aller vers le second module. Donc voilà, on a aussi ce travail d'ancrage via les notifications avec un document récapitulatif que l'apprenant peut télécharger, imprimer, voilà. Et je pense, Virginie, que dans le développement que tu viens de faire, tu as répondu en tout cas pour une bonne partie à la question de Sophie qui disait « Bonjour, comment faites-vous pour communiquer de manière continue sur la plateforme, sachant que vous n'êtes que 2 qui communiquent ?» Alors, ce que j'entends, moi, dans ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une véritable stratégie de notification qui peut être anticipée, parcours de formation par parcours de formation, avec des relances si le parcours n'est pas commencé, s'il n'est pas terminé, un quiz envoyé, des félicitations si le quiz est réussi, que sais-je. Donc, tout ça est possible à anticiper, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur la plateforme, et là je demande confirmation à Élodie, on peut s'appuyer sur des notifications types qui vont après être personnalisées avec des champs variables à la personne, à chaque apprenant, et qui va des notifications qui vont se déclencher en fonction d'événements, pas d'événements du tout, c'est-à-dire que la personne n'a pas commencé son parcours, ou un autre événement, elle a terminé son parcours, elle a obtenu le nombre de points attendus, etc. Il y a toute une mécanique qui facilite la productivité du service formation. Je me trompe, Élodie ? C'est tout à fait ça. On a toutes les notifications standards dans les différentes langues, mais là, ça devient intéressant de pouvoir personnaliser. Hein. C'est la force de la plateforme, c'est ça, c'est de vraiment pouvoir créer un univers de bout en bout. Et puis, les relances, elles sont sur du non-événement ou sur des actions qui sont faites en fonction d'une progression dans un cursus et aussi en fonction de temps sur du présentiel, J-7, -3, -1, etc. Donc, on peut tout à fait enclencher tout ça en envoyant les copies aussi qui vont bien à l'équipe d'encadrement, que ce soit les tuteurs ou les managers. Donc, voilà pour cette notif. Voilà, j'ai anticipé là, avec ce slide sur pendant que tu parlais, la variété des modalités de
de formation. Oui, là aussi, c'est utile, Virginie, pour éviter l'effet de lassitude. C'est-à-dire que d'abord, il y a des apprenants qui n'apprennent pas avec les mêmes canaux, si je puis dire. Et puis, deuxièmement, on aime bien un peu de variété sur un site web. Et là tu donnes un bel exemple avec ces différentes cartouches. Exactement. Donc là, c'est un petit tour d'horizon des modalités que nous avons déployées depuis dans le cadre de nos transformations digitales, donc depuis le lancement. Comme je le disais, donc on a constaté que les apprenants, ils appréciaient particulièrement les quiz, mais ils appréciaient surtout aussi la variété en fait des formats pédagogiques qui étaient proposés sur la plateforme. Et c'est vrai que toutes ces modalités, elles ont déjà on travaille le design. On est aussi chez Canal, donc l'image est importante. Et puis, on travaille aussi le storytelling sur toutes ces modalités pour favoriser l'engagement des apprenants. Mais on se rend compte que cette variété, elle est importante pour éviter effectivement la lassitude et elle plaît, quoi. Et juste une précision aussi, nous, 90% de nos contenus, ils sont sur mesure, sur des thématiques, vous l'avez vu, d'expertise, du coup. Et on a une toute petite offre sur étagère dans notre rubrique, justement, pour aller plus loin, pour ouvrir un petit peu sur des thématiques un peu plus transverses et plus génériques. Mais sinon, on a 90% de nos contenus qui sont vraiment sur mesure. Je me contenterai de noter deux choses. Déjà, le fait que le podcast, on en parle de plus en plus et à juste titre, on pourra avoir tout un webinaire sur cette question du podcast et de la puissance et la pertinence de cette modalité de formation. La deuxième chose que je voudrais noter, c'est la part d'interactivité, de jeu que vous avez introduit dans les dispositifs de formation, parce que jeu story télé, space game digital, mais quelque part le quiz aussi et le quiz duel sont des jeux. Et là, évidemment, je vais demander à Élodie, dont je sais à quel point elle est joueuse et elle adore le jeu. Je vais lui demander de nous parler un peu de gamification, Élodie, parce que je sais que c'est un de tes dadas. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Après, on demandera à Virginie ce qu'il y a derrière. C'est un sujet vraiment d'actualité sur la gamification. On est en train de travailler avec quelqu'un qui est là, qui nous suit dans le webinaire, qui s'appelle Clément Multier, qui a déjà écrit un livre sur la gamification. Il s'appelle El Gamificator. Bonjour, Clément. On est en train de travailler sur notre Learning Center justement pour cette partie gamification. Il y a différents leviers, outils dans la plateforme et qui permettent un outillage. Et il y a toute une, je dirais, au-delà des outils dans MOS qui va devenir intéressant avec le travail qu'on fait avec Clément, c'est de pouvoir donner un process, une méthodologie qui vont aider nos clients. Alors Virginie, elle a travaillé là-dessus d'une manière fantastique. Elle a utilisé beaucoup de choses dans la plateforme et je vais la laisser nous parler de ce qu'elle a mis en place côté portail. Alors, sur le portail, on a un podium mensuel donc qui se remet à zéro chaque premier du mois pour laisser la chance à tout nouvel entrant et tout nouvel apprenant de pouvoir figurer sur le podium. Et donc là, c'est le cumul des points depuis donc le premier du mois. Donc nous, on a attribué des points. Par exemple, un quiz, c'est 5 points. On va avoir 20 points sur un parcours digital, 50 sur un présentiel, par exemple. Et donc, ce podium, on a aussi la possibilité d'avoir un classement. Donc, on l'a fait par pays pour que nos apprenants puissent s'identifier. On s'était posé la question au lancement, est-ce qu'on fait un podium à l'échelle de tous les apprenants de la plateforme, mais c'est vrai que sur 4000 apprenants, difficile de s'identifier sur les 20 premiers si on ne se connaît pas. Donc, on l'a fait par pays, ce qui fait que ça a créé vraiment du challenge au sein de chaque filiale. Et on a des filiales qui l'animent très, très bien, puisqu'ils intègrent ce critère pour élire le meilleur vendeur du mois. Ça peut aussi être un critère qui intervient dans les incentives des commerciaux. Donc, selon les pays, ensuite, ils se sont appropriés ce podium. Et on communique beaucoup sur des classements. Comme je vous disais, ils ont un esprit très compétitif. Donc,
à chaque fois qu'on communique, même dans nos statistiques, donc Chloé qui travaille avec moi fait beaucoup de mails avec le point statistique des parcours et classe par exemple les pays ou classe nos DG, nos directeurs commerciaux. Donc on fait énormément de classements. On communique beaucoup comme ça et ça marche parce que ça permet de stimuler un petit peu toutes nos filiales. On a aussi un système de badge, donc à la complétion d'un parcours sur certains parcours, pas sur tous les parcours, mais on peut gagner des badges. Et puis on a cette fonctionnalité effectivement quiz duel qui permet de défier des collaborateurs de sa filiale ou de n'importe quel d'ailleurs pays, n'importe quel apprenant de la plateforme sur un quiz donné. Et donc c'est celui qui remporte le meilleur score ou alors qui finit le plus rapidement son quiz duel en cas d'égalité au niveau du score, qui remporte le duel. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a beaucoup plu, qui vraiment plaît aux équipes, puisque depuis le lancement, on a plus de 33 000 quiz qui ont été lancés. Donc c'est juste et je dois dire que sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas vu cette fonctionnalité sur d'autres plateformes que la plateforme Moz Mind Insight. En tous les cas, je pense que Elodie a été une des premières à imaginer ce truc-là. Bon, ça doit bien exister dans le monde anglo-saxon, mais j'ai pas vu grand-chose d'implémenté en France de ce type-là. Je me trompe, Elodie, ou pas? Tu as raison, c'est les spécificités qu'on a de pouvoir mettre en place des choses très, très personnalisées à la main du client, comme là pour la série de badges par exemple, une de nos caractéristiques, c'est de ne pas avoir des badges en standard, parce que la gamification, elle va répondre à un certain nombre d'objectifs, elle va s'attacher aussi à ce que l'apprenant va voir, etc. Et des badges génériques, c'est pas tout à fait dans notre ligne. On est peut-être resté un peu trop pédagogique. Je me rends compte que maintenant, finalement, les plateformes, elles aiment bien faire « et vas-y, de l'agrégation de contenu, je te mets un bout de vidéo, un bout de PDF, un truc, etc. » Là, on voit la démonstration de Virginie, c'est que c'est pensé à tous les niveaux, avec l'orchestration sur le portail, mais les contenus, il y a une qualité aussi qui est apportée au niveau des contenus, et puis des outils, utiliser différents outils pour justement donner un peu de diversité sur ce qui est fait. Donc voilà, je tenais à souligner. Oui, ce que tu dis au fond, c'est que voilà, c'est aussi ça qui génère du sens. C'est-à-dire que entre picorer des contenus à gauche, à droite, en se disant bon d'accord, je sais faire telle chose, mais c'est quoi le sens de tout ça, et avoir effectivement un sens, un parcours. Bon, il y a évidemment une grande différence. Je voudrais aussi. C'est là, en gamification, ça, je rebondis parce que c'est par où on commence avec Clément qui nous accompagne, c'est le sens. Et c'est valable pour tout. Donc, c'est vraiment ça. Le maître mot, c'est quel sens on veut donner. Et c'est ce que Virginie, elle a su faire dans son portail, c'est donner du sens pour les apprenants. Et c'est en les connaissant et c'est en adaptant les contenus et le reste, la gamification, pour arriver à l'engagement et puis aux objectifs business au final. Et alors, Virginie donnait du sens, mais aussi, je vois que tout est fait dans le dispositif pour favoriser la transversalité, c'est-à-dire la capacité des gens à apprendre ensemble, à se challenger, etc. Donc, on pourrait parler effectivement de social learning de nouveau, mais cette volonté que tu as de mettre les gens en relation et de faire sortir la compétence aussi de la relation, elle apparaît à travers les forums. L'UGC, j'imagine que tu ne parles pas là des salles de cinéma, mais de User Generated Content. Exactement. Des super ambassadeurs dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, on est dans le social learning là. Exactement. Donc, comme je disais, nos apprenants, ils contribuent beaucoup à l'évolution des contenus de la plateforme grâce à leur notation, aux appréciations, aux commentaires sur le forum. Du coup, ça leur permet aussi parfois d'interagir sur un forum. Et on a aussi des contenus qui sont créés par nos apprenants. Alors, je pense déjà au podcast, puisqu'on interviewe nos apprenants. Ils font des vidéos je pense notamment à nos équipes aussi béninoises qui nous produisent beaucoup de vidéos et qu'on essaie de mettre
en ligne. Voilà, donc eux contribuent déjà à ces contenus aussi, et donc ça permet à nos apprenants de s'identifier, de créer un petit peu une communauté, un sentiment d'appartenance. Et donc là, on aimerait aller encore plus loin, d'accompagner davantage nos experts métiers pour qu'ils produisent des contenus, que ce soit écrits ou des vidéos, et donc les positionner encore plus comme des réalisateurs en fait de leur apprentissage. Ils sont déjà acteurs là en participant, en faisant les parcours, mais on veut même qu'ils deviennent des réalisateurs de nos contenus. Si on essayait de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui vient d'être dit, là on est dans une communication en 3 phases. Hein. C'est ce qui ressort d'un certain nombre d'indications que tu as données. Je vais te laisser commenter ces 3 phases. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est conscientiser, attirer, retenir. Et là, l'idée, c'était de remontrer un petit peu aussi ces 3 phases, ce que ça permet. Ça permet de nourrir une phase de motivation et d'animation. Ça permet de travailler l'ancrage et améliorer le transfert des compétences. J'en parlais au début aussi. On tient à mesurer que le transfert de compétences se fasse bien sur le terrain et que les acquis soient vraiment des acquis. Et en fait, tout ça, que ce soit ces 3 phases, conscientiser, attirer, retenir, qui permettent de nourrir la motivation, l'ancrage, la montée en compétences, on l'accompagne systématiquement de storytelling et de gamification, parce qu'on s'est rendu compte que ça aussi, ça renforçait la motivation et l'engagement des apprenants. Donc tout ça est en fait imbriqué et va bien ensemble en fait. J'aurais d'autres questions à te poser, mais je veux laisser la parole tout de suite à Élodie, parce qu'elle m'a produit un truc bizarre qui porte un nom bizarre. Le parallèle avec le marketing funnel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Élodie est non seulement une pédagogue, qui a inventé une technologie, qui a spécifié une technologie qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, pas loin, mais qui correspondait à ses besoins de pédagogue. C'est pour dire que la plateforme Mossman On-Site, elle parle évidemment beaucoup à Virginie et à d'autres clients, parce que vous êtes en terrain d'entente, je dirais, là-dessus. Mais en plus, Élodie a eu un petit parcours dans le domaine du marketing. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là que tu nous as inventé, Élodie, en 2 mots? Ça, c'est juste un parallèle qu'on fait sur la partie marketing. On l'a dit tout à l'heure, l'apprenant, c'est un client. Donc, on le traite comme tel. Et puis, la partie marketing, communication, elle va nous permettre de générer un certain trafic sur le portail de formation, donc attirer, on l'a dit, pour que les gens viennent. Et puis, l'engagement, il va être là avec la conception elle-même, le scénario autour du dispositif et des contenus qui vont être intégrés pour ensuite retenir les apprenants dans la formation et jusqu'à en faire à un moment donné des ambassadeurs. Donc ça, c'est le schéma classique du marketing funnel, c'est pour montrer que finalement, il vit dans la plateforme. Et puis, on a aussi des solutions complémentaires qui sont, par exemple, on a Sophie qui est avec nous des services industriels de Genève et qui touche aussi une cible entreprise étendue, où là, pour elle, avec ce marketing funnel, il y avait besoin de pouvoir atteindre des gens qui n'étaient pas inscrits dans la plateforme. Donc là, on a affaire pour les services industriels à des gens qui sont chauffagistes, électriciens, etc. Donc, les trouver leurs coordonnées et ensuite pouvoir les inviter à travers la plateforme à des séminaires, à des événements qui vont être synchrones, que ce soit du présentiel ou des classes virtuelles, et de pouvoir gérer ces invitations, les modèles, l'importation des contacts, gérer des catégories, sous-catégories, etc. Et puis faire le suivi des invitations et finalement convertir ces personnes à travers l'inscription au séminaire sur le LMS. Donc ça, c'est une partie au niveau de l'acquisition. Et puis, donc c'est aussi notre spécificité de pouvoir aller plus loin et développer des choses qui ne sont pas forcément standards, des extensions qui vont permettre de répondre à des besoins un peu plus spécifiques. Et puis, on a aussi une réponse qui va plus vers la génération de revenus, qui est celle de dire, vous avez des options
e-commerce, on a une extension qui s'appelle ainsi, qui va permettre de faire des paiements en ligne, PayPal ou carte de crédit, donc de l'achat, d'avoir une vitrine, un accès au catalogue depuis lequel on va pouvoir faire l'acte d'achat directement. Donc, ça peut être, il y a des manières différentes de le positionner en amont, sans connexion, ou après avec connexion, etc. Ou alors, on a des clients qui ont choisi, eux, d'aller vers une solution de e-shop tierce. Et puis là, c'est à travers les web services qu'on va pouvoir intégrer cette partie génération de revenus. Après, il y a aussi une génération à ROI, sans parler de monnaie sonnante et trébuchante, mais voir l'impact que ça a au niveau des résultats de la performance de l'entreprise. Et là, c'est plutôt ce que Virginie a fait dans ce contexte-là, de mesurer le retour. Je fais un petit arrêt sur image là parce que on voit qu'il y a une révolution qui est en cours dans tout ce que vous venez de dire. Moi qui ne suis pas né de la dernière pluie, j'ai connu l'époque où la formation était une ressource rare et chère et que quand quelqu'un devait s'inscrire à un stage, il était content d'avoir un stage par an. Alors 2 stages par an, n'en parlons pas parce que finalement le service formation était le seul dispensateur de formation. Aujourd'hui, l'apprenant, pourquoi est-ce qu'il devient un client? C'est parce qu'il est terriblement sollicité par de multiples offres de formation. Alors, ça vaut particulièrement pour les soft skills, des formations managériales, etc. Du coup, il y a une espèce de mise en concurrence du service formation par des tas d'autres dispositifs extérieurs. Et donc, contrairement à un marché où finalement l'offre était restreinte, aujourd'hui l'offre est tellement abondante que les services formation doivent marketer leurs offres. C'est-à-dire qu'ils doivent finalement lutter contre des tas de concurrences qui existent à gauche, à droite. Ils doivent aller chercher finalement l'apprenant comme n'importe quel fournisseur va chercher les clients. Ça, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que concrètement, on doit avoir maintenant comme seconde nature cette nature de marketing qui consiste effectivement non seulement à aller chercher le client, mais Virginie disait, le retenir, c'est-à-dire le fidéliser, élever le client et puis faire que finalement il aille sur la plateforme de formation le plus souvent possible lui-même, considérant finalement que le désir d'apprendre, le fait même d'apprendre devient pour lui-même aussi une seconde nature. Ça fait partie intégrante du travail et c'est quelque chose qui doit être continu. Une chose, Virginie, que je voulais te demander avant qu'on passe au facteur de succès, à la réponse à quelques questions qui ont été posées. Bon, le marketing, c'est aussi des outils, c'est aussi le marketing digital, c'est aussi le print, etc. C'est aussi, voilà, donc des campagnes de communication et autres. Est-ce que toi, tu utilises des newsletters? Est-ce que tu utilises des choses comme ça, qui sont des outils traditionnels du marketing pour rester en contact avec sa cible et sa clientèle? Oui, alors c'est une très bonne question parce que la newsletter, elle n'est pas encore en place, mais elle est en cours. et on va envoyer la première très vite. Là, justement, on faisait un point ce matin sur le sujet. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, parce que tu sais que j'édite une newsletter que j'ai créée il y a une dizaine d'années qui a 20 000 lecteurs toutes les semaines. Hein. Avec plaisir, je n'y manquerai pas. Donc voilà, donc effectivement la newsletter c'est la prochaine étape. Donc oui, des moyens de communication, il y en a plein. J'ai pas cité aussi qu'on communique beaucoup sur tous nos réseaux WhatsApp, Viber, enfin tous ces canaux un peu de communication Teams. Voilà, où on peut faire des petits posts, des petits messages, des petits visuels sur Geniali qu'on peut ensuite reposter dans les groupes. Donc ça, on l'utilise aussi beaucoup. Voilà, donc oui, des moyens et des outils, ils sont nombreux et la newsletter en est un aussi et qu'on va explorer très très vite là. Alors, les facteurs de succès. Donner du sens pour motiver, c'est moi qui vais les donner. Je ne vais pas te laisser la parole là-dessus, Virginie, okay, parce que faudrait que tu commentes les résultats. Nourrir le sentiment d'appartenance, rayonnement étendu, créer de l'engagement par la surprise. Bon, on a bien compris, hein, ça c'est un résumé de tout ce que tu viens de dire, mais vraiment tout ça fait sens par rapport à ce qu'on a entendu. Et je voudrais du coup qu'on revienne finalement
aux statistiques de tout à l'heure, en concluant là-dessus, avant de répondre éventuellement à une ou deux questions. Oui, en fait, ces résultats, ils sont très encourageants pour l'avenir. Donc, nous, ça nous a conforté sur le fait que nos équipes, elles étaient prêtes à ce changement et à cette transformation digitale, parce que c'était quand même voilà, un changement dans leur façon de se former, qui était pas neutre pour tous nos territoires. Donc voilà, tout cet accompagnement finalement a payé. Donc on est assez content de ces premiers résultats, et ça nous conforte dans l'idée d'aller plus loin sur la production de contenu en digital ou en blended learning, et d'explorer voilà, des nouvelles aussi modalités. Pourquoi pas de la web série par exemple, qu'on n'a pas encore exploré. Donc voilà, d'aller encore plus loin, et puis de continuer de déployer de nouveaux territoires sur la plateforme, qui sont déjà existants chez Canal+ International, mais qui n'ont pas encore la plateforme Canal+ Academy. Et donc d'aller plus loin sur 2022, 2023 sur cette plateforme, mais toujours en accompagnant les apprenants et en travaillant nos dispositifs de façon à ce qu'ils soient publiés au bon moment pour eux, en quantité raisonnable pour qu'ils aient le temps de se former. Donc voilà, ce calendrier aussi de publication que l'on tient tous les mois, je pense, est important pour nous, pour maintenir le bon rythme de formation sur la durée. Et puis voilà, travailler ces plans de communication à chaque dispositif, parce qu'on voit la différence, et on sait qu'avec ces plans de communication, on a des taux de participation beaucoup plus importants. Alors Marion, qui est l'aimable fantôme de notre session, va me disputer parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un deuxième sondage. Bon, mais c'est pas grave, il y avait tellement de choses intéressantes aussi à écouter. En matière de questions, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Je ne sais pas si on a répondu à celle de Sophie. Christian demandait: quel système de contrôle qualité avez-vous mis en place pour contrôler, valider la traduction des contenus? Ça c'est intéressant, sans doute. Il y a une question de Saint-Foabi. Hello, au lancement de la plateforme, les points gagnés étaient vraiment significatifs, mais depuis un moment, un quiz ne donne qu'environ 5 points, ce qui ne permet pas d'aller chercher les badges, vu que le score… Là c'est quelqu'un qui utilise apparemment le système. C'est ça, c'est quelqu'un de nos équipes. C'est quelqu'un effectivement, un quiz donne problème entre vous deux, ma chère Virginie. Vous voyez comment ils ont l'esprit compétition. Et alors, comment ils sont frustrés s'ils ne gagnent pas les badges. Bon, je ne sais pas, Virginie, s'il y a des questions que tu veux prendre, peut-être sur la traduction, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Je peux, répondre. Sur les contenus, c'est vrai ce qu'on fait, donc on va sécuriser une version, on va dire première, enfin soit en français ou soit en anglais, mais il y a une version initiale qu'on sécurise. Une fois qu'on l'a terminée, on exporte en fait depuis la plateforme des fichiers XLIF qu'on envoie à nos cabinets de traduction, et qui nous les renvoie traduits, qu'on réinjecte dans la plateforme, et ensuite on fait tester ces parcours. Généralement, on a 2 phases de recettage, et effectivement, ces parcours sont testés par les personnes des filiales. Donc, exemple, l'Amérique pour l'Éthiopie, ce sont des équipes qui parlent amérique qui vont tester les contenus, nous faire des retours, et c'est important parce que notamment, par exemple, pour l'Amérique, ce sont des caractères très spécifiques. On a eu des soucis par rapport aux espaces entre les mots, des petits calages, donc c'était important que cette phase de contrôle se fasse, et elle est non négligeable parce que ça prend quand même du temps de tout retester 2 fois pour les équipes, et une fois qu'on est sûr, on publie le contenu une fois que la traduction est bien validée par nos équipes en local. Alors, il reste encore des participants, bien qu'on ait 2 ou 3 minutes de retard. Allez, on va le faire, ce sondage. Donc, ce sera notre dernière pour montrer la place finalement du quiz dans le dispositif. Quel est votre mode de communication préféré avec les apprenants? Le mode synchrone, mail, teasing, de nouvelles offres, blog post, etc. Ou bien le mode synchrone à distance, téléphone, chat, ou encore le mode synchrone présentiel, visite sur les lieux de travail, réunion d'information, learning days, etc. Je vote pour pouvoir voir le résultat. Bien. Trois votes, enfin trois résultats, donc en très largement devant
le mode asynchrone, mail, teasing de nouvelles offres, blog post, ça répond finalement un petit peu à la question de Sophie tout à l'heure. Tout ça se fait de façon asynchrone et largement donc en digital. 24% le mode synchrone présentiel. Et puis alors le mode synchrone à distance, téléphone, chat, 3% seulement. Donc ça veut dire que le présentiel continue d'exister. On ne peut pas se passer quelque part des visites sur les lieux de travail, des réunions d'information, etc. Virginie, est-ce que ça correspond à ton expérience du terrain chez Canal+ International? Oui, après j'ai envie de dire qu'on allie un peu tout. Ah bon, c'est un mais mix, vrai que, en fait. oui, c'est un mix. Après, c'est vrai qu'on communique beaucoup pendant justement les réunions, effectivement, les réunions et les comités. On communique beaucoup à ces moments-là. Et après, on a du mail, du post. On a un peu un mix, vraiment un mix de tout ça. Élodie, Et on choisit les présentiel. communications, les canaux, en fait, en fonction de la cible aussi après laquelle on va communiquer. On va choisir le meilleur canal pour cette cible. Exactement. Et Élodie, est-ce que le présentiel te manque? Oui. En tant qu'animatrice, oui, ça me manque. Et puis, je vais commenter le mode synchrone à distance, téléphone, chat, etc. C'est vrai qu'on prévoit sur la plateforme, il y a des extensions chat. Généralement, dans les appels d'offres, on nous demande si on le propose, oui, mais dans la vie réelle, j'ai vu peu d'implémentation. Même les chatbots automatiques, ça demande quand même un boulot de préparation, ou le chat live, c'est pas tout à fait, ça n'a pas cours. Les gens préfèrent garder je dirais, il y a des tendances peut-être maintenant assez rigolotes sur le mode synchrone à faire. On a vu des demandes pour avoir des salles, comme des salles virtuelles de repos, où quand il y a une formation à distance ou en présentiel, il peut de nouveau avoir du distanciel avec des salles comme ça où les gens peuvent chatter, échanger et puis se reposer en virtuel. Donc voilà, c'est une nouvelle tendance, c'est drôle. On est arrivé à la fin de notre sujet qui est inépuisable. Hein. Donc, grand merci à toi, Virginie, pour ces éclaircissements sur la réussite Canal+ International. Et je te souhaite bonne chance pour les trophées du Digital Learning jeudi. Mille merci, ma chère Élodie, sur ce partenariat, parce que, évidemment, la réussite, c'est une coproduction de Canal+ et de Moss Mind On Site. Et puis, on voit bien, même à travers les lignes et seulement le virtuel, on voit bien qu'il y a une entente et une relation excellente qui s'est liée entre vous. Puis, merci et surtout à toute l'audience d'avoir été là, d'avoir contribué, posé des questions, donné un avis, etc. Et vous pouvez évidemment poursuivre avec Virginie et Élodie comme vous le voyez, vous le voulez, et sans ma présence. Je n'étais qu'un médiateur éphémère pendant cette heure. Je dis une bonne journée à tout le monde. Il fait un temps magnifique sur Paris. Je ne sais pas si tu es à Paris ou à Genève ou à Lausanne, Élodie. À Lausanne. Temps magnifique, je confirme. Temps magnifique. Alors c'est partout en Europe. À très bientôt. Merci. Bon appétit. Merci à tous de votre Merci, participation. Michel. À jeudi, Virginie. À jeudi, merci à vous deux et merci à toutes les équipes.